Lecture de la nouvelle Père et Fils de Paul Dubouchet. En juillet 1914, les nuages d'un terrible orage s'amoncelaient sur l'Europe. Dans les campagnes, chacun le sentait, mais personne n'y croyait. La guerre, c'était l'affaire des gouvernements, pas des simples paysans qui avaient bien d'autres ouvrages à abattre. Les foins étaient à faire, les blés mûrissaient paresseusement, et si la chaleur persistait, ils allaient bientôt être bons à couper. En ce début juillet, François et son père s'étaient assis sur le talus au milieu des coquelicots et des silènes blancs pour souffler à l'ombre d'une de ces haies vives qui dessinent le bocage normand. Auguste Rézé, tenant sa grande faux debout entre ses jambes, il y appuya la tête. « Tu sais, fiston, si elle vient, la guerre, il faudra bien que j'y aille. Et toi, il faudra bien que tu saches la tenir, la faux, et même la faire travailler. C'est pas ta mère qui le fera. Elle en aura déjà assez sur les bras. » François avait regardé son père intensément, de biais, comme lorsqu'il ne voulait pas que l'on voie son émotion. Puis il avait fixé une colonne de fourmis qui transportait d'énormes brindilles. « Pour la faux, ça ira. Mais papa, s'il y a la guerre, ils te prendront, toi ? » « J'ai bien peur que oui, mon François. J'ai 32 ans, je suis juste dans la tranche, » avait dit son père en se levant. « Allons, viens, je m'en vais te montrer. » Toute la fin d'après-midi, François avait manié la faux, coupé le foin luisant qui se couchait en grandes nappes avant qu'Auguste ne le forme en gerbe. Demain, il passerait avec Chéri, le cheval et la charrette. On chargerait tout le foin et le rentrerait au sec. François était revenu, les bras moulus, les épaules et les reins douloureux. À 13 ans, il n'avait encore jamais fauché comme ça, une longue après-midi d'affilée. D'ordinaire, il faisait les gerbes, aidait à charger le foin. C'était déjà dur, mais le mouvement de balancier de la lourde faux, trop grande pour lui avait brûlé les mains, tordu les bras. Ce soir-là, il s'était presque endormi sur sa soupe, et son père avait dû l'aider à se déshabiller pour se mettre au lit. L'été avançait. La fenaison s'était terminée juste avant quelques jours d'orage, autour du 14 juillet, qui avait commencé de ployer le blé. On se préparait à attaquer les moissons. Le temps orageux persistait, tandis que s'amplifiait la rumeur de la guerre. Elle parcourait les campagnes et les villages, grossissait les cafés à l'heure de l'apéritif, pesait déjà, menaçante, sur les épaules des femmes, au seuil des portes, quand le soir venait. Le 28, ils commencèrent la moisson. Auguste montra à son fils comment manier la faucille d'un coup sec, sans répandre la poignée coupée et sans risquer de se blesser la main. François était attentif et tendu. Il admirait son père, un homme dur à la tâche et généreux, aimant rire mais sachant être grave quand il le fallait. Auguste avait une finesse de trait, rare chez les paysans de chez lui, qui reflétait l'intelligence et la douceur de son caractère. François avait hérité de ces qualités, mais se trouvait moins beau qu'Auguste. Depuis toujours il faisait la paire, même si François avait pris goût à l'école, alors qu'Auguste ne l'avait jamais fréquentée, il aimait rejoindre son père au champ à la fin de la journée. Il aimait travailler la terre, évaluer la santé des pousses naissantes, s'occuper des bêtes. Il était fier de son père, et Auguste le lui rendait bien. L'orage éclata le 1er août. Ils étaient tous les 4 au champ, François, Marie, sa mère, Auguste et la petite Rose qui avait juste 8 ans. Ils se hâtaient avant que la pluie ne tombe. La chaleur était intenable. Bêtes et gens suaient à grosses gouttes, harcelés par les mouches. Chéri soufflait, frappait le sol durci et fouettait ses flancs avec sa queue. Personne ne parlait. L'urgence était dans l'air. Soudain, on entendit les cloches. On n'était pas dimanche, il était 5 heures du soir, et il n'y avait pas d'enterrement au village. Et puis, ces cloches qui sonnaient sans ordre, dans la précipitation, sans discontinuer, le sacristain semblait avoir perdu la tête. Il sonnait le feu, le tocsin, le désespoir. Auguste posa sa faux, se redressa. Dans les champs voisins, on s'était redressé aussi. On écoutait, le visage tendu vers le ciel, ces cloches devenues folles. Puis Auguste regarda sa femme. Il fit un signe de tête et la prit par la main.
sans dire un mot, ils regagnèrent lentement le village, les 2 enfants derrière eux. C'était la guerre. Auguste partit le 3 août, avec tous les hommes jeunes du canton. François, sa mère et Rose les accompagnèrent jusqu'à la gare de Fougères. Les hommes étaient gais, la guerre serait courte, on serait là pour la Saint-Martin, fin octobre au plus tard, on s'embrassa rapidement, Auguste n'aimait pas les effusions. On se dit à bientôt. Pendant 1 mois et demi, il n'y eut pas de nouvelles. Vers la mi-septembre arriva la première lettre. Auguste pensait aux siens, espérait que la guerre serait bientôt finie, disait que le front était dur, mais qu'on ne se fasse pas de soucis pour lui. Marie, la mère de François, s'en faisait pourtant du souci. On parlait de terribles batailles. Il y avait eu Charleroi, la Marne. Fin septembre, le curé commença à dire en chaire les noms des morts pour lesquels serait célébrée une messe. Le maire se présentait aux maisons plusieurs fois par semaine avec l'affreuse nouvelle. Ici un mari, là un fils, ici les 2. Parfois, c'était l'institutrice, elle était plus douce, elle disait mieux la chose, peut-être. N'empêche, faisait Marie, c'est du pareil au même. Quand François ou Marie ou Rose les voyaient se profiler sur la route, l'un ou l'autre, ils retenaient leur souffle. Chaque jour, François guettait avec impatience l'arrivée du facteur qui apportait peut-être une lettre, avec angoisse celle du maire porteur de misère. En novembre, Auguste revint avec une permission de 8 jours, dont 2 pour le voyage. Restait 6 jours à la maison. Il était crasseux, plein de poux, et la barbe lui mangeait le visage. Mais il n'avait pas trop maigri, et ne voulait pas se plaindre. À François, qui le harcelait de questions, il répondait de façon laconique. « Ça va, le raton n'est pas trop mauvais, il y a de bons camarades. Et la guerre, demanda François, les canons, les combats à la baïonnette. Ah, la baïonnette, faut savoir s'en servir, et il ne faut surtout pas qu'elle soit ébréchée. Mais le front, c'est comment? Raconte, dis un peu. Non, Auguste ne voulait pas raconter. Il disait seulement « C'est dur, fiston. On voit des choses. » C'était tout. François n'obtenait rien de plus. Mais il retrouvait son père et cela lui redonnait ce courage qui parfois faiblissait quand il surprenait sa mère le soir près du foyer où rougeoyaient les derrières braises, la tête dans les mains, se croyant seul et pleurant toutes les larmes de son corps. À la maison, il y avait beaucoup à faire. François s'échinait du matin au soir. Chéri, le cheval de trait pommelé, avait été réquisitionné par les militaires, comme tous les chevaux de la commune, sauf 2 que le village se partageait. 2 chevaux, pour des hectares et des hectares de labour. Il fallait aller vite, le voisin attendait. Et puis finalement, on n'arrivait pas à labourer tous les champs. Février. Mars 1915. La guerre durait. Personne ne croyait plus que cela allait finir bientôt. Les lettres d'Auguste s'espaçaient. Il donnait peu de nouvelles de lui. Il n'écrivait que pour en demander des siens. Il voulait qu'on lui parle de la ferme, des vaches, du cochon, du blé d'hiver. Il disait qu'il avait de la chance, que c'était sûrement la médaille que lui avait donnée Marie avant de partir, avec 3 mèches de cheveux, les siens et ceux des 2 enfants. Il n'avait pas été blessé, à peine une égratignure au mollet, un éclat d'obus qui avait frôlé sa jambe. En mars 1916, Auguste eut une longue permission. Il arriva un lundi, alors qu'on l'attendait depuis le vendredi, que tout le monde était inquiet. Il était changé, on le voyait tout de suite. L'inquiétude et la sollicitude de François, de Rose et de Marie semblaient ne pas le toucher. Il était éteint. L'unique désir qu'il manifestait était celui d'être seul. En même temps, l'être tendre et chaleureux qu'il avait toujours été ne pouvait disparaître complètement. Il était comme une braise, étouffée sous la cendre. Au vrai, Auguste semblait mener une bataille en lui-même, une bataille qui l'étouffait, à proprement parler. De toutes ses forces conscientes, il avait voulu être là, au milieu des siens, dans la tendre tiédeur familiale, mais c'était plus fort que lui. Il se sentait là comme un étranger, comme si la guerre et le dur compagnonnage de la mort étaient devenus une nouvelle famille, avec laquelle il trahissait quotidiennement la sienne, depuis maintenant 2 ans, sans l'avoir voulu.
François observait avec amertume le combat qui se livrait en son père. En même temps, il avait la finesse de deviner ce quelque chose qui ne se partage pas. Marie, elle, ne comprenait pas et souffrait profondément de ne pas retrouver son homme. Elle essayait maladroitement de le faire sortir de son mutisme. « Cela a-t-il été très dur là-bas, Auguste ?» Il secouait la tête. « Non, Marie, pas tant que ça. » Marie insistait. « Mais Auguste, les gaz, il y en a 2 au village qui sont morts à cause des gaz et un troisième qui a les poumons brûlés. » Il ne fallait pas parler de ça. « Ah, tais-toi, Marie, tu ne sais pas de quoi tu parles. » Il sortait, traversait la cour à grands pas, et Marie se mettait à pleurer doucement. François la prenait par l'épaule. « Tu sais, maman, il y a des blessures qui ne se voient pas. Papa n'a pas perdu la jambe ou le bras, il est parmi nous, nous avons cette chance. Mais il a perdu la foi en la vie. Ça peut revenir, ça reviendra un jour, il faut du temps, c'est tout. Quand cette foutue guerre sera terminée. » Marie trouvait du réconfort dans les paroles de ce fils, si sage, si vite grandi. Combien il devait l'aimer, son père, pour lire si clairement en lui, pour manifester tant d'indulgence. Elle ne s'en sentait pas capable. Et Dieu sait pourtant si elle l'aimait, elle aussi. Après 1 jour, 2 jours, elle recommençait à questionner Auguste, à foyer sa blessure solitaire, avec le même effet. Auguste resta 3 semaines. François ne se souvint pas de l'avoir vu sourire. Si, une fois, un pâle sourire à l'instant de se quitter. Un sourire qu'il voulait brave, qu'il voulait autre, destiné à racheter tout le mal qu'il sentait avoir fait, l'absence passée à venir, la médiocrité de ce pauvre don de lui-même. François en fut retourné. Les mois qui suivirent, le visage de son père s'effaça lentement de sa mémoire, hormis ce sourire étrange. En août, il lut une lettre, puis en novembre, quelques lignes. Noël 1916 passa sans un mot. C'était la première fois depuis le début de la guerre. François, sa mère et Rose attendirent le maire. Rien ne vint, aucun avis, aucun papier. Les mois s'écoulaient comme les grains d'un chapelet de misère. À la maison, on ne parlait plus d'Auguste, et ce silence pesait peut-être plus lourd que la mort elle-même. En mai 1917, surprise, une carte. Une carte de soldat préécrite, sur 3 formules. Je suis en bonne santé, je suis blessé, je reviens en permission. Auguste avait rayé les 2 dernières et simplement ajouté « Pensée tendre de votre père et Marie, Auguste ». Mêlé à l'étonnement devant une missive si brève, ce fut pourtant la joie. Puis Auguste disparut à nouveau. Dans le souvenir douloureux de François, même le dernier sourire s'évanouit. En février 1918, François dut partir à son tour. Il venait d'avoir 17 ans. 4 années de dur travail, de soucis, d'une adolescence volée, avaient tanné les traits de son visage, forci ses muscles, élargi ses épaules. Mais il gardait toujours cette expression enfantine, un peu craintive lorsqu'il souriait, et s'il ne le montrait pas, et même faisait le fier d'être soldat comme son père, il avait peur de la guerre. Sur le quai de la gare, il se trouvait un régiment de 50 recrues, tous entre 17 et 18 ans, tous accompagnés d'une mère, d'une sœur. Le train partit en soufflant. Les fenêtres s'ouvrirent, on se cria « À bientôt !» et il y eut des mouchoirs. La scène recommençait, comme en août 1914, comme en octobre, comme en janvier 1915, comme chaque fois depuis 4 ans qu'une classe d'hommes atteignait l'âge d'aller se battre. Mais cette fois, pour tous, sans exception, l'horizon semblait noir. Jusqu'au bout, ils avaient espéré y échapper. Au début de l'année 1918, la rumeur de paix commençait à courir. Tant de morts, tant de souffrances, tant de mutilés, c'était pas possible, on se le disait à l'arrière. Ça va bien devoir s'arrêter quand il n'y aura plus d'hommes du tout. Mais il n'y en avait plus depuis longtemps, et les garçons devenaient des hommes de plus en plus jeunes, et ils ne revenaient pas. Pour François, la seule note positive de ce départ était l'espoir de revoir son père. Il montait au front, comme lui, il ne pouvait pas ne pas le trouver. Ils reviendraient ensemble de la guerre, il l'avait promis à sa mère. François et ses camarades arrivèrent le 2 mars 1918 dans un baraquement militaire à la frontière ardennaise.
On sentait que des générations d'hommes, de soldats, avaient couché dans ces lits de fer, bu de la mauvaise piquette dans des gamelles cabossées, partagé les mêmes chambrées puantes. Pour aller où? Pour finir dans quelle terre? Qu'étaient-ils devenus, tous ces hommes qui avaient mangé de cette soupe de rave et de ce pain gris de munitions qui remplissait sans rassasier? À force, on devait s'y habituer. Les recrues furent prises en charge par des anciens, des vétérans, qui avaient parfois déjà 2 ans de guerre de tranchées, et parfois à peine 1 an de plus que les nouveaux arrivants. Mais cette année-là changeait tout. La fréquentation quotidienne de la mort, du sang, de la chair meurtrie, la vision des organes à l'air, de l'ami décapité, amputé, le spectacle banal de l'agonie, avait fait de ces enfants des hommes à la souffrance silencieuse, des monstres d'humanité ou de dureté. L'année qui séparait François de celui qui le prit aussitôt sous sa protection, avec quelques-uns de ses semblables, une protection sans ménagement, railleuse, turbulente, mais chaleureuse et efficace, comptait comme 20. Entre les 17 ans de François et les 18 ans et demi de Maurice, il y avait une vie, que François eut d'un coup hâte de combler pour se rapprocher de lui. Très vite, François avait demandé si on connaissait son père, si on l'avait vu. Maurice avait répondu de manière quelque peu sibylline. « Tu sais, petit, si jamais la guerre sert à quelque chose, c'est à séparer pour de bon les fils et les pères. » François n'avait pas osé demander d'éclaircissement, mais il se l'était tenu pour dit, et en avait été malheureux. Il réalisait d'un coup à quel point le front, ce mot qui semblait si précis auparavant, si localisé dans la cartographie imaginaire de la patrie, ce lieu où il avait follement espéré retrouver Auguste, était quelque chose de vaste, d'imprécis, de mouvant, d'impalpable. Le jour tant attendu, tant redouté, vint enfin. Le détachement de François reçut l'ordre de monter à l'avant pour faire des travaux de retranchement. Dans les camions bâchés qui roulaient vers le front, les recrues tout excités riaient, plaisantaient, se passaient des cigarettes, changeaient constamment de place, commentaient avec passion toutes les nouveautés aperçues à travers un coin de bâche soulevée. Assis à l'arrière du camion, les anciens les regardaient faire avec indulgence. Ils en avaient vu tant tomber, de ces jeunes pleins de feu, pleins de vie, pleins de folie. Ils laissaient déborder ce moment où la peur ressemblait à l'enthousiasme, sachant bien qu'à partir de tout à l'heure, de demain, d'après-demain, ce moment-là, de grâce et d'exubérance, ne reviendrait jamais plus. Peu à peu, les camions entrèrent dans la zone. L'air du front, alourdi par le brouillard et la fumée des pièces à feu, fit son effet, tempérant quelque peu l'ardeur des plus jeunes. Un bruit sourd se fit entendre, puis un autre. « Départ d'obus !» lâcha un ancien. « Des 305, vous allez les entendre tomber. » Les camions s'arrêtèrent net. 3 explosions toutes proches firent trembler la colonne, dont une à quelques dizaines de mètres à peu près. On entendit des cris. Tout vacilla. « Ça va barder, » dit Maurice. Personne ne riait plus. Blanc comme linge, François s'était rapproché de Maurice. « Ne fais pas cette tête-là, mon vieux. On va même pas en première ligne aujourd'hui. On va juste poser des barbelés à l'arrière de la zone. » Il fallut descendre des camions, porter les lourds rouleaux de barbelés et les piquets de fer quelques centaines de mètres plus loin. Le terrain était plein de trous d'obus, la terre mutilée. Çà et là, de vieilles carcasses de camions déchiquetées par les obus. À présent, le roulement lointain de l'artillerie ennemie était continu. Dans le soir tombant, la ligne d'horizon se dessinait incertaine, ponctuée d'éclairs rouges. Une amère vapeur de poudre piquait la langue. Les nouveaux marchaient en silence, prompts à obéir aux ordres brefs de Roulet, leur chef, tombant dans les trous, glissant dans la gadoue. Enfin, ils arrivèrent au lieu des retranchements. 2 hommes enfonçaient des piquets de fer à intervalles réguliers, pendant que 2 autres déroulaient et fixaient le barbelé. La nuit était complètement tombée, et à quelques kilomètres de là, semblait illuminée par un gigantesque feu d'artifice. Les fusées allemandes explosaient, vertes, blanches, rouges, dans le ciel. « Pressez-vous, les gars, dit Roulet, ça se rapproche, il va falloir se tirer d'ici. » Sur un chemin transversal, une colonne de chevaux passa près d'eux, conduisant en première ligne des canons légers. Ils étaient beaux, forts, leurs yeux étincelants. Leur croupe luisait dans les éclairs. Soudain un obus tomba, tout près, puis un autre, un peu plus loin. Aiguillonnés par la terreur, les jeunes soldats se hâtaient de terminer leur rouleau, autant que le permettaient leurs mains ensanglantées par les barbelés et la peur qui tétanise tous les gestes. Enfin ce fut terminé.
Roulet donna l'ordre de se replier, de regagner les camions. Dans le vacarme des explosions, des cris, des ordres, François perçut des gémissements. Au milieu des soldats qui se repliaient en désordre, 2 civières de fortune étaient portées par des vétérans qui couraient vers les camions. Ils arrivèrent au premier camion, y posèrent les 2 civières en même temps que François et une dizaine d'autres recrues y grimpaient. Les premiers camions démarrèrent aussitôt. François se pencha sur le blessé qui était à côté de lui et qui gémissait de plus en plus fort. C'était Jacques Masneau, un type de chez lui, même âge, 17 ans, partis ensemble de Fougères le même jour. Dans le train, ils avaient fait connaissance. Masneau était content de monter au front. Il disait que c'était bientôt la fin de la guerre, qu'il n'y avait plus de gros risques, qu'il connaîtrait au moins ça dans sa vie, que plus tard il pourrait le raconter à ses enfants. À présent, il avait le bassin fracassé, en bouillie. La douleur engourdie quelque temps par le choc se réveillait, et Masneau hurlait à chaque chaos du camion. François lui mit la main sur le front et murmura : « Ça va aller, vieux, ne t'en fais pas. » Il se sentit idiot, ça n'irait pas, il le savait. Entre les vagues de souffrance, Masneau pleurait comme un gosse. Il disait : « Me laissez pas crever !» et son visage était déjà creusé. Sa peau était comme du parchemin où les larmes coulaient. Quand ils arrivèrent au camp, il hurlait sans discontinuer. Il mourut la nuit suivante. François se fit des camarades comme il n'en avait jamais eu. Albert était sabotier, c'était une nouvelle recrue comme François, mais il avait 25 ans. Il avait été exempté jusque-là parce que, dans sa région, il était le seul sabotier restant à 30 kilomètres à la ronde. C'était un type gentil, le cœur sur la main, et qui n'avait pas son pareil pour dénicher de quoi manger quand la faim se faisait sentir ou que la soupe aux raves quotidienne et le cornet de bif ne passaient vraiment plus. Un jour, il revenait de ses tournées, comme il disait, avec un beau pain blanc, un autre avec 3 boîtes de haricots à la tomate, ou avec un saucisson. Un soir, il revint au baraquement, hilar, avec une oie à laquelle il avait tordu le cou. Et il portait encore sur ses bras les marques de la bataille, de grandes balafres saignantes. D'où venaient-elles ? Cela, c'était son secret. Il ne confiait jamais l'origine de ses rapines. Et il dit qu'il avait rencontré l'oie dans un champ, qu'ils avaient eu une prise de bec, et que l'affaire avait mal tourné. Albert avait l'art de tout tourner en dérision. En outre, il était généreux en diable et partageait tout. François l'aima comme un frère. Il y avait Maurice, grande gueule et colérique, mais bon comme le pain, qui dispensait les conseils, protégeait les jeunes recrues contre la tyrannie des caporaux-chefs et connaissait une foule de trucs qui rendaient la vie quotidienne presque agréable, comme faire griller les poux dans une boîte de conserve au-dessus d'une flamme pour en venir définitivement à bout, fabriquer des pièges à rats capables de prendre une dizaine de rats à la fois, ou récupérer avec une habileté diabolique les bottes des soldats allemands morts, réputées plus légères que les françaises. Il y avait aussi Marcel, qui était vantard comme pas deux, qui avait à l'entendre des fiancées autant qu'il en voulait, toutes plus belles les unes que les autres, à qui il arrivait des aventures à dormir debout. Personne ne croyait à ces histoires, mais il était gentil et serviable, et finalement, son imagination débordante en distrayait plus d'un. Fin juin, il fallut monter en première ligne. L'ennemi était à bout de souffle. À en croire les chefs, il s'agissait de donner le coup de grâce. Une opération rapide et légère. On nettoierait tout ça plus rapidement qu'il n'en faut pour le dire. Les camions s'ébranlèrent le 25 au petit matin, sous une pluie battante. Il pleuvait depuis une semaine et les chemins s'étaient transformés en torrents de boue. Les camions patinaient, cahotaient dans les fondrières remplies d'eau. Les soldats se taisaient. La première ligne, ils le savaient à présent. Ils savaient à présent ce que c'était. Ils y étaient déjà montés 2 fois en 3 mois. Ça suffisait pour comprendre que statistiquement, il y avait davantage de risques d'y rester que de chances d'en revenir. Ils traversèrent ce qui restait d'un bois, des troncs mutilés, calcinés. Un mort y était encore accroché, à demi nu, le casque sur la tête, à 2 pas de la route. Arrivés dans la zone des combats, la patrouille de François, une dizaine d'hommes que commandait Roulet, reçut l'ordre d'aller encore plus avant, en éclaireur, pour voir dans quelle mesure la position ennemie était encore occupée. Après s'être concertés sur le plan d'exécution, ils décidèrent d'aller par deux afin de ne pas attirer l'attention. Ils se mirent à ramper d'entonnoir en entonnoir. François faisait équipe avec Maurice. La zone était balayée par des tirs d'artillerie et régulièrement arrosée par des obus. François mourait de peur. La nuit était tombée, la pluie redoublait d'intensité et on ne voyait absolument rien. François entendit un obus siffler et d'un coup fut paralysé.
Ses bras et ses jambes ne le portaient plus. Il tenta de se ressaisir, fit une vaine tentative pour suivre Maurice qui était déjà loin. Ses membres étaient collés au sol, la sueur l'inondait, et il lui sembla qu'il se vidait de l'intérieur. Il restait à plat ventre dans la boue comme une limace, sans pouvoir bouger. Littéralement tétanisé. Sa tête se brouillait, les images s'y succédaient pêle-mêle, s'y superposaient dans le désordre. Marie, sa mère, son cheval chéri réquisitionné, le mort dans l'arbre, les hurlements de Masno, les rats abattus à coups de pelle, son père, Auguste, l'étrange dernier sourire. Dans cette espèce de coma nauséabond, il entendit Maurice. « Qu'est-ce que tu fous? Dépêche-toi » Il se sentit secoué, tiré, et sans savoir comment, parvint enfin à se traîner sur les coudes. La pluie avait cessé, mais un épais brouillard laiteux ajoutait une coloration fantomatique au noir de la nuit. Des silhouettes passaient devant eux. On ne les voyait qu'au dernier moment. Maurice et François rampaient dans une zone maintenant indéchiffrable de trous d'obus. Impossible de savoir où on était. Probablement en zone ennemie, et parmi les obus qui tombaient à présent de tous côtés, il y avait sans doute des obus français. Maurice dit « Merde, on est perdu. Je sais plus par où sont les nôtres. » Un projectile siffla à leurs oreilles, un autre. Des mitrailleuses se mirent en branle tout près. Ils se jetèrent dans un profond entonnoir. Ils avaient de l'eau jusqu'aux épaules. Les tirs se raccourcissaient. L'attaque avait commencé et les fusées trouaient le brouillard. Soudain, ils entendirent un cliquetis d'armes. Des pas lourds passèrent à quelques mètres d'eux. Ils virent briller une baïonnette. Ils se figèrent, les nerfs à vif. Quand le danger fut passé, Maurice dit « S'il en vient un dans notre trou, il n'y a pas à hésiter. C'est lui ou nous. Il faut dégainer les premiers. Si l'eau gêne, il faut faire ça au couteau. » François était trop transi pour ajouter quoi que ce soit. Il se contenta de sortir son arme blanche. Ils attendirent encore une heure interminable sous la mitraille. Tout à coup, le vacarme s'intensifia. Tout près d'eux, une bousculade. Un corps lourd qui dégringole dans leur trou, tombe sur François en gémissant, s'accroche à lui. François lâche. « Maurice, je ne peux pas, je ne peux pas. » Maurice frappe plusieurs coups. L'homme desserre son étreinte, s'abat dans l'eau boueuse, immense, pesant. Maurice et François le font rouler sur la paroi de l'entonnoir pour le remonter sur le plat. Il n'y a pas de place pour trois. Un petit jour blafard pointait derrière les nappes de brouillard. Les tirs s'éloignaient, la canonnade roulait maintenant de manière discontinue. Maurice tira François par la manche. « On y va !» Ils sortirent de leur trou. Sur le rebord, l'homme gisait dans une mare de boue sanglante, face contre terre. Maurice lança un juron. « Merde, c'est pas un Boche. Retourne-le voir. » François retourna le soldat mort. C'était son père. François s'enfuit la nuit même, laissant au camp son pactage, sa musette, son fusil à baïonnette, son casque. Il fut rattrapé à la frontière belge, traduit le lendemain en conseil de guerre et fusillé comme déserteur. 4 mois plus tard, c'était l'armistice.